Rechercher de vieilles pierres, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Steve a sillonné la planète pour mener sa quête. Cet échantillon contient les fragments du minéral le plus ancien de la planète. Il a été formé dans la croûte terrestre avant le dernier gros bombardement. Pour découvrir l'âge exact de cette roche et trouver des preuves du cataclysme, Steve l'a réduit en poussière. C'est de la géologie à l'échelle microscopique. Chaque grain détient peut-être la clé de la formation de ce caillou. Steve recherche des zircons qui peuvent être datés avec précision. On en trouve en quantité minuscule partout sur Terre, dans les vieilles roches volcaniques comme dans les sédiments. Le zircon est un minéral qui, une fois formé, est très difficile à détruire dans des circonstances géologiques normales. Il a la particularité de contenir des traces de radioactivité. Pour dater la roche, c'est idéal, puisque les isotopes radioactifs contenus dans le zircon sont comme une horloge qui se met en marche dès lors que le minéral se forme. Steve brûle de micro-trous dans les grains de zircon, puis récupère les particules brûlées et les accélère dans une série de spectromètres de masse. Résultat, une datation à 3,9 milliards d'années, comme les échantillons d'Apollo analysés par Wasserburg il y a plus de 30 ans. Les plus vieux échos du premier demi-milliard d'années de la planète sont conservés dans quelques grains de zircon. C'est le Graal des géologues. Ces roches très anciennes permettent de dater la tempête d'astéroïdes et reflètent une image de la Terre à cet instant précis. Cette roche contient des informations chimiques qui nous en disent plus sur les débuts de la biosphère. Cet échantillon, trouvé au Groenland, contient des isotopes de carbone à la base de la vie organique sur Terre. Le carbone s'associe à l'oxygène pour produire du dioxyde de carbone et à l'hydrogène pour former les hydrocarbures. Ce sont les marqueurs de la vie. Leur présence suggère que l'air et l'eau existaient déjà sur Terre et donc que la vie allait pouvoir se développer. L'atmosphère devait être dense, avec des océans et des terres pas très éloignés de ce que nous connaissons aujourd'hui. En ce temps-là, de longues périodes de calme étaient interrompues par des événements catastrophiques. Ces échantillons apportent également la preuve qu'une forme de vie a survécu au bombardement d'astéroïdes. Appelés extrémophiles, ces créatures microscopiques vivent dans des environnements très hostiles. Sous la calotte glaciaire, dans les déchets des centrales nucléaires, ou à plus de 3000 mètres sous l'eau, au bord des cheminées hydrothermales. Ce sont les formes de vie les plus primitives, dont nous descendons tous. Elles sont si résistantes qu'une colonie de ces micro-organismes vivant au fond de l'océan survivrait si un astéroïde s'abattait sur la Terre. Au fond de l'océan, justement, la vie a suivi son cours, tandis qu'en surface, le bombardement cosmique déchaînait l'enfer. Du fait de la présence d'une atmosphère, toute météorite qui tombe sur Terre est un événement spectaculaire,
car les gaz d'altitude s'échauffent et s'enflamment. La chute d'une météorite de masse importante, ou bolide, crée une traînée lumineuse intense. Pour analyser ces phénomènes, nous avons chargé le canon vertical, installé des appareils photo ultra rapides et rempli la chambre de tir d'argon. Objectif : reproduire la chute d'une météorite dans l'atmosphère de la Terre encore jeune. Oh! Oh! Bang! Les bolides brûlent surtout du fait de la pression qu'ils impriment à l'air devant eux. L'atmosphère entre en incandescence à plus de 1600 degrés Celsius et produit une boule lumineuse. La traînée de fumée est constituée de minuscules particules d'astéroïdes en fusion qui se détachent et se consument. C'est comme un feu d'artifice. Au premier temps de la Terre, c'était tous les jours le 14 juillet. Ceci dit, je n'aurais pas aimé être là parce que l'atmosphère devait être surchauffée. En plus de réchauffer l'atmosphère, ces impacts ont défoncé la croûte terrestre, provoquant des éruptions volcaniques qui ont relâché dans l'air des aérosols sulfurés. Ces particules, agissant comme des noyaux de condensation, ont entraîné des pluies diluviennes qui ont duré plus de 1000 ans. Aujourd'hui, c'est l'astéroïde Apophis qui menace de percuter la Terre. Découvert en 2004, cet énorme roc fonce vers nous à près de 45 000 km/h. Date prévue de la rencontre, vendredi 13 avril 2029. Il passera entre la Terre et la Lune, en dessous de l'orbite géostationnaire, et sera visible à l'œil nu. Malgré tout, il devrait manquer sa cible. Cependant, les astronomes craignent qu'en 2036, il ne revienne pile dans notre axe. Si Apophis passe en 2029 dans ce qu'on appelle le trou de la serrure, large de 600 mètres, il risque de percuter la Terre à son retour en 2036. Cela a tout du scénario de science-fiction. En réalité, si Apophis franchit ce trou de serrure en 2029, à 30 405 km de nous, la zone d'attraction de la Terre pourrait soit l'accélérer, soit le ralentir. L'astéroïde pourrait entrer en résonance avec la Terre et se retrouver dans sa trajectoire en 2036. Quoi qu'il en soit, la NASA a récemment calculé que le risque d'une telle collision en 2036 était de 1 chance sur 45 000. Au cas où les scientifiques se tromperaient, des fusées et autres missiles sont mis au point pour dévier la menace. Dans le cas d'Apophis, il nous reste moins de 30 ans pour nous assurer que ces techniques fonctionnent. Mais une nouvelle pluie d'astéroïdes pourrait-elle se produire? La question divise la communauté scientifique. Il y aura d'autres bombardements, c'est évident. Il ne cesse de pleuvoir des débris d'astéroïdes. Ça n'est pas prêt de s'arrêter. On a de la chance. Le nombre d'impacts est décliné et nous ne verrons pas de cataclysme tel que la Terre en a connu il y a 3,9 milliards d'années. Mais enfin, mieux vaut être prudent. Tôt ou tard, un de ces fragments va nous percuter et ce sera l'enfer. Imaginez ce qui se passerait si un énorme astéroïde s'abattait sur San Francisco. Selon les scientifiques, tout objet d'un diamètre supérieur à 900 mètres
causerait un désastre planétaire. Plus d'un quart de la population périrait. Une telle catastrophe équivaudrait à une explosion d'1 million de mégatonnes, soit 50 millions de fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima. Bilan, plus d'1,5 milliard de